Dans la dernière vidéo, j'avais parlé de comment est-ce qu'on peut prédire si quelque chose est soluble dans un solvant. Donc, si un solide est solide dans un solvant. Et j'avais dit que ça va dépendre de si c'est ionique ou moléculaire et si c'est moléculaire polaire ou non polaire. Maintenant, je vais parler plutôt des facteurs qui vont influencer la solubilité de ces composés ioniques ou de ces composés moléculaires ou de ces composés moléculaires qui sont non polaires. Donc ici, les facteurs, c'est différent de si un composé est soluble, qu'est-ce qu'on avait vu avant. Maintenant, si on parle des molécules, donc ici, je me concentre sur les molécules en tant que telles, la taille des molécules va avoir une influence sur sa solubilité. Pourquoi? Bien parce que la taille d'une molécule va faire en sorte qu'elle va avoir plus d'électrons, ce qui veut dire que ses forces de dispersion de London vont devenir de plus en plus grandes, plus que la molécule augmente en taille. Maintenant, quand on parle d'une molécule qui augmente en taille, on parle du nombre d'atomes qu'elle a et aussi le type d'atomes qu'elle a et est-ce qu'ils sont plus volumineux ou est-ce qu'ils sont plus gros parce qu'ils ont plus de protons, de neutrons et d'électrons. Donc, c'est plus la taille d'une molécule est grande, moins qu'elle va être soluble dans l'eau, même si elle est polaire. Pourquoi? Parce que plus qu'elle augmente en taille, plus qu'elle a d'électrons, plus que ses forces de dispersion de London vont être grandes par rapport à ses moments dipolaires, si elle est polaire. Et ça va faire en sorte qu'elle va avoir beaucoup plus de caractères de molécules qui sont non polaires. Donc, elles ont plus de FDL, donc elles ressemblent beaucoup plus à des molécules non polaires que des molécules polaires. Donc, ici, il faut retenir que quand tu as un composé moléculaire qui est polaire, et donc normalement devrait être soluble dans l'eau, sa solubilité va augmenter avec l'augmentation du nombre d'atomes qu'il a. Parce que ses FDL augmentent par rapport à ses moments dipolaires et à ses dipôles. Maintenant, voici des exemples. Donc ici, tu as le méthanol. Le méthanol, c'est une molécule organique qui va être polaire. Elle est polaire parce qu'elle a un groupement fonctionnel hydroxyle. Ça, c'est ton OH. Ce groupement fonctionnel est polaire parce que la différence d'électronégativité va être entre 0,4 et 1,8. Donc, si tu fais l'électronégativité de l'oxygène moins celle de l'hydrogène, tu vas avoir une liaison qui va être covalente polaire. Tu as aussi la liaison carbone-oxygène qui va être polaire. C'est-à-dire que cette molécule-ci est polaire parce qu'elle a des régions qui vont lui donner les propriétés qu'elles sont polaires. Et donc, elles vont être capables de faire des liaisons dipôle-dipôle. Et ici, dans ce cas-ci, des liaisons hydrogène avec l'eau. Donc, elles vont être capables de se dissoudre dans l'eau. Donc, le méthanol va avoir comme force prédominante ici, donc les forces intermoléculaires du composé, ça va être de façon prédominante des liaisons hydrogène, je vais mettre LH. Ensuite, liaison dipôle-dipôle. Donc ça, c'est ses forces prédominantes. Et elles vont être capables de faire des forces intermoléculaires entre le méthanol et la solution. La solution ici, ça va être de l'eau, qui va être une liaison hydrogène, c'est-à-dire ça va être des liaisons hydrogènes qui vont se former entre le méthanol et l'eau, ce qui va faire en sorte que ça va être une molécule qui est polaire, qui peut faire des liaisons hydrogènes avec l'eau et donc va être excessivement soluble. Maintenant, juste pour vous le démontrer, vous avez votre molécule d'eau qui va être polaire, charge partielle négative, charge partielle positive. Et par exemple, ton méthanol, donc si je dessine mon méthanol, le méthanol va avoir l'air à ceci. Donc, disons que j'ai de l'oxygène ici, je vais avoir l'hydrogène là, je vais avoir mon carbone ici. Et mon carbone va faire 3 liaisons avec des hydrogènes. Ici, je l'ai dessiné un petit peu plié parce que c'est vraiment quelque chose qui est plié. Et on va avoir une charge partielle négative ici, charge partielle positive là. Le carbone a une charge partielle positive aussi, donc ça, c'est quelque chose à retenir. Et ici, on va avoir la capacité de former notre liaison hydrogène qui avait été mentionnée juste là. Donc, ça va être excessivement soluble. L'éthanol, si tu le compares au méthanol, ça se ressemble. Donc, le méthanol, c'est CH3OH. Mais ici, tu vas avoir CH3, CH2OH.
Donc, quand tu vas de là à là, tu augmentes la taille de la molécule. Tu rajoutes un carbone avec 2 hydrogènes de plus. Et ça va faire en sorte que tu vas avoir une molécule qui va être un petit peu plus grosse. Cette molécule a quand même le groupement fonctionnel OH ici, donc va quand même avoir ces caractéristiques-là que j'ai mentionnées ici, qui lui permettent de faire aussi des liaisons hydrogènes. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon hydrogène ici, j'ai mis un carbone, puis j'ai rajouté des hydrogènes pour faire de l'éthanol à partir du méthanol. Donc, j'ai encore la région qui est polaire et qui a la capacité de faire des liaisons hydrogènes avec l'eau. C'est-à-dire que les forces prédominantes, ça va être les liaisons hydrogènes ou dipôle-dipôle. Dipôle-dipôle, ça serait entre le carbone, par exemple, qui a une charge partielle positive, et l'oxygène avec une charge partielle négative. Et la force prédominante qu'elle peut faire avec l'eau, ça va être la liaison hydrogène. Donc, c'est aussi excessivement soluble. Maintenant, si on part de l'éthanol et on rajoute un carbone et 2 hydrogènes de plus, on obtient du propanol. Donc, c'est comme si on prenait notre molécule, on enlevait l'hydrogène qui était à la fin et on rajoutait un carbone et 3 hydrogènes pour obtenir notre propanol. Le propanol, encore une fois, a la partie qui est polaire et qui a la capacité de faire des liaisons hydrogènes. Donc, lui, sa force prédominante, liaison hydrogène ou dipôle-dipôle. Mais celle qui va être prédominante avec l'eau, ça va être la liaison hydrogène. Et il va être très soluble. Si tu rajoutes encore un autre carbone et 2 autres hydrogènes, tu obtiens du butanol. Mais on observe expérimentalement que le butanol est peu soluble dans l'eau. Donc, à 25 degrés Celsius, tu peux dissoudre 9 grammes de butanol dans 100 ml d'eau, ce qui n'était pas le cas avec les 3 premiers. Et la seule différence, c'est que tu as rajouté un carbone et un hydrogène. Donc, tu as pris ta molécule, tu as enlevé l'hydrogène ici, tu as rajouté un carbone et 2 hydrogènes. Et à cause de ça, tu as maintenant une molécule qui est polaire. Elle a quand même le groupement fonctionnel ici qui le rend polaire, qui pourrait lui permettre de faire des liaisons hydrogènes avec l'eau. Mais à cause de toute cette région-ci, donc toute cette région qui est non polaire, maintenant, rappelez-vous que c'est toutes des liaisons carbone-carbone ou des liaisons carbone-hydrogène, tu vas avoir toute une région qui est non polaire. Donc, la force prédominante, au lieu d'être les liaisons hydrogène et dipôle-dipôle, la force prédominante, ça va commencer à être la force de dispersion de London qui devient un petit peu plus importante. Maintenant, ce n'est pas la seule force, mais c'est celle qui devient plus importante. Donc, les FDL deviennent plus importantes que les liaisons hydrogène. Donc, je vais mettre LH en plus petit que FDL parce que les FDL, maintenant, deviennent plus importantes à cause de cette partie non polaire qui fait en sorte que tu as beaucoup plus d'électrons. Donc là, maintenant, encore une fois, force prédominante, ça va être un petit peu plus les FDL et un petit peu moins les liaisons hydrogène. Et en rajoutant encore un autre carbone et 2 autres hydrogènes, tu diminues la solubilité de ta molécule organique. Tu as quand même ton groupement fonctionnel qui est polaire, qui peut faire des liaisons hydrogènes, mais tu vois que la solubilité, c'est maintenant de 3 grammes par 100 ml d'eau à 25 degrés Celsius. Et ça, c'est parce que la force de dispersion de London devient encore plus importante et la liaison hydrogène encore moins importante par rapport à ça. Et donc, la force prédominante va être les FDL. Et maintenant, si tu continues à augmenter la partie non polaire de ta molécule, tu augmentes les FDL et en augmentant les forces de dispersion de London et leur importance, tu es en train de donner des caractères non polaires plus importants à ta molécule. Et rappelez-vous que les molécules non polaires sont peu solubles dans un solvant polaire à cause du fait qu'ils n'ont pas des forces intermoléculaires qui sont en commun. Maintenant, si on parle des composés ioniques, donc ça, c'était pour les composés moléculaires et seulement les composés moléculaires qui ont des caractères polaires. Parce que si c'est un composé moléculaire qui était non polaire, donc s'il n'y avait pas de groupement OH ici, donc il n'y avait pas cette portion-là, la taille de la molécule a peu d'influence. Les molécules qui sont non polaires, totalement non polaires, sont peu ou pas solubles dans l'eau. Et ça, c'est à cause que leur force intermoléculaire ne leur permet pas de former des liaisons et tu as aussi l'effet hydrophobe qui s'installe. Maintenant, si tu as un composé qui est ionique, la température va avoir une influence sur la solubilité d'un composé ionique.
mais va aussi avoir une influence sur la solubilité d'un composé moléculaire. Un composé moléculaire va être plus soluble à haute température qu'à basse température, surtout si c'est un solide. Par exemple, le sucre. Le sucre, c'est du glucose. En fait, c'est du sucrose, mais disons qu'on a le glucose, C6H12O6. C'est un composé moléculaire. Et le sucre, on sait que se dissout beaucoup plus facilement dans de l'eau chaude que dans de l'eau froide. Je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience à la maison. Plus que la température de l'eau est élevée, plus que c'est soluble. Mais on voit aussi ça dans les composés qui sont ioniques, et c'est ça que je vais mentionner ici. La raison pourquoi les composés qui sont moléculaires, comme le glucose ou ionique, peuvent se dissoudre plus facilement, plus que la température est haute, c'est parce que plus la température est élevée, plus les particules ont de l'énergie et donc ils bougent rapidement. Et tout ceci explique le fait que tu as un désordre, que tu as une augmentation du désordre. Et on a vu dans un des vidéos précédents que le désordre en thermodynamique, ça s'appelle l'entropie. Et l'univers tend vers le désordre. Les processus veulent être plus désordonnés. Notre environnement veut être plus désordonné. Garder de l'ordre prend de l'énergie. Donc, augmenter la température fait que les particules bougent plus rapidement, peuvent plus rentrer en collision les uns avec les autres, ce qui augmente le désordre, ce qui augmente la solubilité. Et ça, c'est vrai pour les composés moléculaires et qui sont polaires et les composés ioniques. Maintenant, ce n'est pas toujours à 100% le cas, comme par exemple, on peut voir qu'il y a quelques exceptions dans cette courbe-ci, mais la majorité vont avoir une augmentation de la solubilité dépendant de la température. On ne se concentrera pas sur ces petites exceptions. Maintenant, si on regarde un composé moléculaire, par exemple, la caféine va avoir une solubilité de 2,2 g par mol à 25 degrés Celsius. Par contre, va avoir une solubilité de 40 g par mol à 100 degrés Celsius. Une des raisons pourquoi la caféine va se dissoudre mieux, par exemple, quand tu fais ton café. Le café, tu vas généralement chauffer de l'eau pour être capable de le mélanger avec le café, pour être capable d'obtenir un café qui est plus fort. Si tu prends des grains de café et tu le mélanges à de l'eau froide avec de la glace, ton café va être beaucoup moins fort ou va prendre plus de temps pour devenir fort parce que ça va être plus difficile pour la caféine de se dissoudre dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Si on regarde les courbes de solubilité, on peut voir qu'avec différents composés ioniques, la solubilité va augmenter. Ça peut varier du composé à un autre, selon la température aussi. Donc ça, c'est des données qui ont été prises expérimentalement, naturellement, et avec ça, ils ont été capables de former une courbe. Généralement, on va donner une courbe de solubilité où on va indiquer la quantité en masse de soluté que l'on peut dissoudre dans 100 g d'eau à une certaine température et généralement, on va dire que ça va être aussi à pression normale, donc température et pression normale, qu'on appelle aussi TPN. Et ça équivaut à la pression à 101,1 kPa et 25 degrés Celsius. Maintenant, si vous ne comprenez pas exactement qu'est-ce que ceci veut dire, ce n'est pas trop grave. On va voir ça à la prochaine unité quand on va parler des gaz et de la chimie atmosphérique. Mais tout ça pour dire que quand on mesure la solubilité d'une substance, on s'assure d'utiliser des unités qui sont facilement reproductibles et plus standardisées. Puis le standard, c'est qu'on vérifie la solubilité d'une substance à 25 degrés Celsius à une pression atmosphérique de 101,1 kPa dans un volume de solvant qui est de 100 g, juste pour avoir des courbes qui sont similaires ou qui sont comparables les unes aux autres. Donc, si on regarde la solubilité, on peut voir, par exemple, que le nitrate de potassium à, par exemple, 20 degrés Celsius est d'à peu près de 30 grammes de nitrate de potassium. Et si tu augmentes la température à 60 degrés Celsius, ça devient 110 grammes de nitrate de potassium que tu peux dissoudre dans 100 grammes d'eau. J'aimerais aussi vous rappeler que 100 grammes d'eau, c'est égal à 100 millilitres parce que la masse volumique de l'eau est de 1 g par litre, ce qui est égal à 1 g par millilitre ou 1 g par litre.
Maintenant, si on regarde la température, si on regarde un graphique comme ceci, on peut déterminer la solubilité de différentes substances à différentes températures. Donc, si on regarde cette question-là, quelle est la solubilité du chlorure de sodium à 90 degrés Celsius? Pour être capable de faire ça, tu vas à 90 degrés Celsius, qui est ici, et tu identifies la droite qui correspond au chlorure de sodium, donc ça, c'est cette droite-là. Et tu dois monter, et on peut voir que la solubilité va être un petit peu en dessous de 40 grammes par 100 millilitres. Donc, moi, je dirais que ça serait de 39 grammes par 100 millilitres. 100 millilitres d'eau. Quelle est la masse de chlorure de potassium qui peut être dissous dans 100 millilitres d'eau à 40 degrés Celsius? Donc, cette question-là va impliquer la solubilité. On te demande la quantité en masse de chlorure de potassium que tu peux dissoudre dans le volume qui est indiqué par ton graphique, parce qu'on sait que 100 ml d'eau, ça correspond à 100 grammes d'eau à 40 degrés Celsius. Donc, tu prends 40 degrés Celsius, tu identifies la droite du chlorure de potassium, tu prolonges, tu vois que l'intersection est à peu près à cette région-là. À 40 degrés Celsius, le chlorure de potassium a une solubilité d'environ 39 grammes par millilitre aussi. Donc, c'est à peu près la même chose. Si on regarde, c'est juste en dessous de 40. Ou ça pourrait être 39,5. Ces marges-là peuvent être acceptables. Donc, je dirais que ça serait 39 grammes par 100 millilitres d'eau, la solubilité du chlorure de potassium à 40 degrés Celsius. Mais ça veut donc dire que l'on peut dissoudre. On peut dissoudre jusqu'à 39 grammes de chlorure de potassium dans 100 millilitres d'eau à 40 degrés Celsius. Maintenant, si on parle de l'influence de la température sur la solubilité d'un liquide ou d'un gaz. Ici, c'était la solubilité d'un solide qui était évaluée. La caféine va être solide. Le sucre est solide à température ambiante. Ces composés ioniques sont solides à température ambiante. C'est-à-dire que l'effet de la température qui est observé ici, c'est sur des solides qui sont polaires à température, qui sont solides à température ambiante et leurs effets, l'effet de la température sur leur solubilité. Rappelez-vous qu'un solide est très ordonné. Donc, c'est ça qui caractérise le solide, c'est que les molécules ou les atomes ou les ions ne peuvent pas se déplacer librement et donc ça crée une masse qui est compacte et solide. Par contre, les liquides, et donc augmenter la température augmente le désordre, donc ça fonctionne dans cette logique. Par contre, quand c'est un liquide ou un gaz, là, ça peut être un petit peu différent. Par exemple, deux liquides ou deux gaz qui vont être à peu près à la même température ne vont pas vraiment avoir de transfert d'énergie ou de mouvement. C'est-à-dire que la solubilité d'un liquide dans un autre liquide n'est pas vraiment influencée par la température, parce que les deux vont augmenter en énergie cinétique et en désordre de façon égale, ce qui ne changera pas le désordre total. Si tu mélanges deux gaz ensemble, encore une fois, la température a vraiment peu d'impact parce que plus que tu augmentes l'énergie cinétique, il n'y aura pas vraiment d'augmentation globale du désordre dans cette situation-là parce que les deux vont prendre la quantité d'énergie de façon équivalente. Par contre, quand tu as un exemple où tu as un gaz qui est dissous dans un liquide, on va voir que dans cette situation-là, la température va avoir un effet inverse que l'augmentation de la température sur la solubilité d'un solide. Par exemple, quand tu as un gaz et qu'il est dans un liquide, généralement, le gaz dans un liquide va être une molécule qui va avoir plus d'énergie cinétique au départ. Et donc, imaginez une molécule qui n'est pas vraiment, qui a de l'énergie dans un liquide
et que l'on augmente la température. Donc, on augmente la vibration des molécules. Les molécules d'eau vibrent plus, les molécules de gaz vibrent plus. Le gaz est un gaz parce que ses forces intermoléculaires sont très faibles en général. Ça veut dire que déjà que le gaz lui-même n'a pas beaucoup de force intermoléculaire, donc pas beaucoup de force d'attraction entre elles, il va aussi avoir pas beaucoup de force d'attraction avec les molécules du solvant déjà en partant. Si tu augmentes la température et tu fais que ces molécules vibrent plus, ils vont être encore moins attirés fortement les uns vers les autres et moins fortement attirés aux molécules de ton solvant aussi. Et donc, vont vouloir s'échapper beaucoup plus rapidement de ton solvant plus que la température augmente parce qu'ils ont plus d'énergie et donc les forces d'attraction deviennent de moins en moins grandes. Ça veut dire que pour un solide, la température augmente, ce qui augmente le désordre, ce qui favorise la dissolution. Par contre, dans le cas d'un gaz dans un liquide, l'augmentation de la température va peut-être augmenter le désordre, mais elle va diminuer de façon significative les forces d'attraction entre le soluté et le solvant, faisant en sorte que le soluté, qui va être le gaz, va vouloir s'échapper plus rapidement plus que la température est élevée. Donc, si on prend un exemple concret que vous avez peut-être fait l'expérience, les boissons gazeuses, par exemple. Une boisson gazeuse, c'est un liquide dans lequel on a injecté une quantité de dioxyde de carbone. La quantité de dioxyde de carbone, et c'est ça qui donne les bulles et qui donne la carbonisation. On sait qu'un Coke qui est froid va avoir des plus petites bulles. Maintenant, si vous ne me croyez pas, prenez un Coke de votre réfrigérateur si vous en avez un et mettez-le dans un verre. Et ces bulles-là vont être plus petites parce qu'il va y avoir plus de dioxyde de carbone qui va être encore dissous dans ta boisson gazeuse. Parce que les bulles apparaissent seulement quand le dioxyde de carbone n'est plus dissous dans la boisson gazeuse et veut s'échapper de la boisson gazeuse. Parce que s'il était dissous, ça serait homogène, tu ne verrais pas de bulles. Donc, les bulles sont plus petites. Par contre, si tu prends un Coke qui était sur ton comptoir et qui était chaud, pas chaud, mais température de la pièce, et que tu le mets dans un verre, tu vas voir que les bulles sont plus grosses de dioxyde de carbone. Elles sont plus grosses en partie parce que tu vas avoir maintenant beaucoup plus de dioxyde de carbone qui va s'échapper. Et donc, plus que tu augmentes la température d'un liquide dans lequel un gaz est dissous, plus que le gaz va vouloir s'échapper, et donc moins que la solubilité de ce gaz va être grande dans ce liquide. La pression va aussi avoir un effet sur la solubilité d'un gaz dans un liquide. Ça ne va pas avoir d'effet ou très peu d'effet sur la solubilité d'un solide dans un liquide, par contre, ou d'un liquide dans un liquide, mais pour un gaz dans un liquide, ça aussi, ça va avoir une grosse influence, cette pression-là. Plus la pression d'un gaz donné au-dessus d'un liquide est grande, plus que le gaz va être soluble dans le liquide. Pourquoi? Parce que la pression va forcer les molécules du gaz à rester dans le liquide ou à rentrer dans le liquide. C'est pour ça que quand tu as une boisson gazeuse qui est hermétiquement fermée, tu as une certaine quantité de dioxyde de carbone qui est dissous dans la boisson gazeuse et qui remplit la boisson gazeuse de façon uniforme. Dès que tu ouvres la boisson gazeuse, des bulles commencent à s'échapper et tu perds de la carbonisation. Tu perds du dioxyde de carbone qui va sortir de ton contenant. Et si tu laisses cette boisson gazeuse avec le contenant ouvert pendant 24 heures, après 24 heures, il n'y aura plus de carbonisation parce qu'il n'y aura plus de dioxyde de carbone dissous dans ta solution, dans ta boisson gazeuse, puisque tout le dioxyde de carbone va s'échapper. Parce que le dioxyde de carbone, j'aimerais vous rappeler que c'est une molécule qui est non polaire et que l'eau est polaire. Donc, le dioxyde de carbone, en plus d'être un gaz, c'est un gaz qui est non polaire et donc va être peu ou pas soluble dans l'eau. Et donc, ça va vouloir s'échapper quand ça a la capacité de le faire. Ils ont été capables de dissoudre le dioxyde de carbone dans l'eau
en ajoutant des grandes quantités de dioxyde de carbone dans un contenant fermé et augmentant la pression de dioxyde de carbone dans le contenant. Quand tu l'ouvres, tu relâches la pression de dioxyde de carbone, ce qui permet au dioxyde de carbone de s'échapper, ce qui rend le dioxyde de carbone beaucoup, beaucoup moins soluble jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dioxyde de carbone dans ton contenant. Pour ceux qui ont des SodaStream à la maison, c'est comme les petites machines que tu peux acheter une cartouche de dioxyde de carbone et tu peux utiliser cette machine pour faire tes propres boissons gazeuses ou ton propre eau gazéifiée. La façon que ça fonctionne, c'est que tu dois mettre de l'eau dans un contenant qui peut rentrer dans la machine, se fermer hermétiquement et toi, tu rajoutes du dioxyde de carbone manuellement. Plus que tu rajoutes de dioxyde de carbone dans ta bouteille qui est fermée hermétiquement, plus que tu augmentes la pression de dioxyde de carbone dans cette bouteille, plus que le dioxyde de carbone peut se dissoudre facilement. C'est pour ça que si tu pèses une fois sur ton bouton pour relâcher du dioxyde de carbone dans la bouteille, la carbonisation dans ta boisson va être faible. Si tu le mets 2 fois, elle va être plus grande. Si tu le mets 3 fois, elle va être plus grande. Mais éventuellement, tu vas atteindre un point où la carbonisation va être maximale parce que la pression de dissolution va être maximale à ce point-là. Et donc, la pression a un impact pas sur la solubilité d'un solide ni d'un liquide, mais d'un gaz, oui. Donc, comme j'ai dit, la température a un effet qui augmente la solubilité pour un solide dans un liquide parce que ça augmente le désordre. Il y a très peu d'impact de la solubilité de 2 gaz ou de 2 liquides au niveau de la solubilité les uns dans l'autre. Par contre, la température, plus qu'elle augmente, plus que ça diminue la solubilité d'un gaz dans un liquide parce que les molécules d'un gaz sont très faiblement attirées les unes aux autres et au solvant. Et plus que tu augmentes la température, leur énergie cinétique fait en sorte qu'elles ne peuvent pas être attirées fortement les uns vers les autres. Elles vont être encore moins attirées les unes aux autres et donc vont vouloir s'échapper du liquide. Et la pression, plus que la pression augmente d'un gaz dans un liquide ou au-dessus d'un liquide, plus que sa solubilité va augmenter dans le liquide parce que tu forces les molécules du gaz à rentrer dans le liquide et à se mélanger au liquide à cause de cette augmentation de la pression. Donc, si tu relâches la pression, plus que la solubilité d'un gaz dans un liquide va diminuer. Maintenant, si on fait un lien un petit peu avec ce qui se passe dans l'environnement ces jours-ci. Donc, vous savez toutes probablement, parce que vous avez fait le cours de 10e année, qu'en ce moment, nous vivons certains changements causés par l'augmentation de dioxyde de carbone qui rentre dans l'atmosphère à cause de notre utilisation des combustibles fossiles. C'est-à-dire qu'on utilise des voitures qui relâchent du CO2 parce qu'on a de la combustion, donc tu as du CO2 qui sort. Tu as des usines qui, elles aussi, relâchent du CO2 dépendant de quel processus elles font, donc tu as du CO2. Donc, on est en train de maintenant causer une augmentation de CO2 dans notre atmosphère à cause de notre combustion de combustibles fossiles, entre autres. Donc, cette augmentation de CO2 va avoir plusieurs impacts. Un de ceux que vous connaissez déjà, c'est l'augmentation de l'effet de serre, qui fait que la température de la Terre est en train d'augmenter. La température moyenne de la Terre est en train d'augmenter, qui est en train de changer, qui est en train de causer les changements climatiques. Mais une des choses que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est en train d'augmenter la pression de CO2 dans l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, c'est un contenant. Maintenant, il n'a pas l'air à être hermétiquement fermé, mais il l'est. Les gaz ne veulent pas s'échapper nécessairement de la Terre ou s'échappent très peu de l'atmosphère terrestre. Et donc, on augmente la quantité de dioxyde de carbone dans un volume qui est peut-être énorme, mais c'est quand même un certain volume, ce qui augmente la pression de CO2 dans l'atmosphère. L'augmentation de la pression de CO2 dans l'atmosphère a une influence sur les océans. Pourquoi? Parce que l'océan est fait d'eau. C'est un liquide qui est fait d'eau. Donc, liquide. Et ici, tu as du CO2 qui est un gaz. Donc, on a vu que la pression a une influence sur l'augmentation de la solubilité d'un gaz dans un liquide. Plus la pression augmente, plus la solubilité du gaz augmente dans le liquide. Donc ici, on a une augmentation de la pression de CO2 dans notre atmosphère,
ce qui, elle, est en train de causer une augmentation de la dissolution du CO2 dans les océans. Et qu'est-ce que ça fait, l'augmentation de la dissolution du CO2 dans l'océan? Bien, ça crée de l'acide. Ici, tu as de l'acide carbonique. Si tu prends de l'eau avec un oxyde non métallique, ça va donner un oxacide. On a vu ça dans l'unité 2. Donc ici, on a une augmentation de la quantité d'acide carbonique dans l'eau. Ça, c'est en train de causer une diminution du pH de l'eau. Donc, ça augmente l'acidité. Donc, ici, c'est une augmentation de l'acidité dans l'eau, ce qui diminue le pH. Et malheureusement, cette augmentation d'acidité dans l'eau des océans a des gros impacts négatifs sur les écosystèmes aquatiques. Entre autres, c'est en train de faire une réaction avec le carbonate de calcium et ça dissout le carbonate de calcium dans les océans. Maintenant, la dissolution du carbonate de calcium dans les océans, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est en train de gruger les coquillages. Les coquillages sont faits de carbonate de calcium. Les coraux ont un squelette qui est fait de carbonate de calcium. Donc, tu as maintenant une augmentation de l'acidité des océans qui, normalement, l'océan devrait être autour d'un pH de 8,1. Là, tu as une diminution à des pH inférieurs à 8,1. Et ça dissout le squelette des coraux et c'est en train de causer aussi la dissolution des coquillages et ça empêche les organismes aquatiques qui font des coquillages et des coquilles de faire des coquillages et des coquilles qui sont efficaces. Ça, c'est en train de détruire les récifs coralliens et à cause de la destruction des récifs coralliens, ça détruit les écosystèmes des récifs, ce qui fait que tu as aussi un impact sur la faune comme les poissons et les autres animaux qui vivent dans cet environnement-là. On a déjà remarqué que le pH de l'océan a baissé de 8,21 à 8,14 entre 1951 et 2004. C'est-à-dire que dans 50 ans, on a déjà quand même une baisse significative. Mais là, vous faites penser, c'est pas très significatif. Par contre, un changement de pH comme ça est énorme parce que le pH est une échelle logarithmique. Vous allez voir ça l'année prochaine si vous ne comprenez pas ce que je veux dire exactement. Mais ça veut dire qu'un petit changement veut dire en réalité un très gros changement sur une échelle qui n'est pas logarithmique. Et à cause de ça, on voit le déclin des récifs coralliens qui cause le déclin des stocks de poissons et des écosystèmes aquatiques. Et éventuellement, on va peut-être se retrouver dans une situation dans laquelle on va avoir très peu de poissons dans les océans, pas de coraux ni beaucoup de coquillages, et qu'on ait beaucoup d'animaux comme par exemple ces méduses qui, elles, n'ont aucune ou presque pas de valeur nutritive. Et donc, ça pourrait causer non seulement des problèmes au niveau des écosystèmes aquatiques, mais ça peut avoir des problèmes et des impacts économiques et sociaux où il va y avoir peut-être du manque de nourriture. Parce que je sais que vous n'êtes peut-être pas nécessairement conscient de ça, mais les poissons et les fruits de mer et beaucoup des animaux qui sortent des océans sont nécessaires pour l'alimentation d'une grande majorité de la population mondiale. Peut-être moins nous ici à Ottawa, mais imaginez toutes les populations qui vivent en bord de mer ou en bord d'océan qui, eux, nécessitent ça pour leur économie, mais aussi nécessitent ça pour leur propre alimentation, ce qui va être très problématique. On peut aussi faire des liens avec d'autres effets d'autres situations dans notre quotidien. Par exemple, il y a certaines personnes qui font de la plongée sous-marine. La plongée sous-marine nécessite une bonbonne de gaz. Donc, remarquez qu'il a une bonbonne de gaz pour qu'il puisse passer des longues périodes de temps sous l'eau. Dans sa bonbonne de gaz, c'est pas de l'oxygène pur. Parce que si c'était de l'oxygène pur, il se sentirait intoxiqué, parce que ça, c'est un des effets que l'oxygène pur a sur le cerveau. Surtout que l'atmosphère est majoritairement de l'azote. Malgré le fait que nous, on utilise l'oxygène de l'atmosphère, on inspire aussi beaucoup d'azote. Donc, l'oxygène dans l'air qu'on inspire est une fraction de l'air. C'est-à-dire que dans la bonbonne, ou si on ne met pas 100% d'oxygène, on va essayer d'utiliser de l'azote majoritairement avec assez d'oxygène
pour imiter l'atmosphère de la Terre. Mais il utilise une bonbonne pour pouvoir plonger des longues périodes de temps et pour pouvoir respirer. Mais si on a un plongeur sous-marin qui, lui, commence à la surface de l'eau, donc tu as, disons, une échelle ici et que là, tu as la surface de l'eau avec les bateaux, le plongeur va descendre à des profondeurs qui peuvent aller quand même assez profondément. En descendant, la pression va augmenter. C'est une des raisons pourquoi quand tu sautes dans ta piscine et que ou dans une piscine et que tu plonges dans le fond de la piscine, ça peut te faire mal aux yeux, à la tête ou aux oreilles. Puis ça, c'est parce que la pression de l'eau au-dessus de toi augmente et ça crée de la pression sur tes organes, sur ta peau, mais aussi sur ton tympan et des organes peut-être un petit peu plus sensibles. Ça veut dire que plus que le plongeur descend, plus que la pression augmente. Donc, en descendant, ça fait une augmentation de la pression parce qu'il y a une plus grosse colonne d'eau par-dessus qui agit et augmente la pression. En augmentant la pression, ce n'est pas seulement la pression à l'extérieur du corps qui augmente, mais aussi à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que la personne qui utilise une bonbonne de gaz et qui respire, plus qu'il descend, plus que le gaz va être soluble dans son sang. Parce que plus que le gaz descend, plus qu'il y a une pression exercée sur le gaz, plus que la pression augmente, plus que la solubilité du gaz augmente dans un liquide. Et ici, le liquide, c'est le sang du plongeur. Ça veut dire qu'un plongeur qui va avoir une bonbonne avec de l'oxygène et majoritairement de l'azote va descendre et le gaz, l'azote, l'oxygène et l'azote vont être de plus en plus solubles dans son sang. C'est-à-dire qu'il va avoir plus qu'il descend, il va avoir une augmentation de la solubilité de l'azote dans son sang. Sang. Et ça, c'est correct tant qu'il descend. Parce que si le gaz devient soluble, c'est pas si grave que ça. Le gaz devient homogène dans son sang, ça n'a pas d'impact sur ses organes et ainsi de suite. Le problème, c'est si la personne décide de remonter à la surface trop rapidement. Donc, une des choses que les plongeurs qui ont fait de l'entraînement savent, c'est que quand ils descendent, ils peuvent descendre à une vitesse qu'ils veulent, mais pour remonter, ils doivent remonter en paliers. Des paliers, c'est-à-dire qu'ils doivent se donner des moments d'arrêt où ils montent un petit peu et ils attendent 15 minutes. Puis ensuite, ils remontent encore un petit peu, puis ils attendent 15 minutes. Puis après ça, ils remontent encore un petit peu, puis ils attendent 15 minutes. Et jusqu'en haut. Donc, ils doivent remonter en palier comme ça. Et la raison pourquoi ils doivent remonter en palier comme ça, c'est parce qu'en remontant un petit peu, la solubilité de l'azote dans leur sang diminue. Et donc, ça va commencer à faire des petites bulles, ou ça peut commencer à faire des petites bulles, s'il y en a trop qui devient moins soluble en même temps. Et en montant un petit peu, ils diminuent la solubilité de l'azote qui est déjà dissous dans leur sang, mais pas assez pour que ça fasse des bulles. Mais, parce que si l'azote est moins soluble, quand ils expirent, donc s'il va y avoir des bulles qui vont être expirées, quand ils expirent, l'azote en excès va sortir. Donc l'azote qui n'est plus dissous dans le sang sort. Et là, ils remontent encore sur un autre palier. Et quand ils arrivent à ce point-là, il y a encore moins d'azote de soluble dans leur sang et l'excès d'azote sort par leur expiration. C'est-à-dire pendant les 15 minutes, ils vont expirer l'azote qui n'est plus soluble maintenant qu'ils ont remonté un petit peu plus. Et ils doivent faire ça jusqu'à temps qu'ils arrivent en haut parce que s'ils remontent tout d'un coup, donc s'ils vont du fond de l'eau jusqu'en haut en très peu de temps, l'azote qui s'est dissous dans le sang en descendant, va maintenant tout d'un coup redevenir insoluble, former des bulles d'azote dans leur sang. Ces bulles d'azote dans le sang maintenant peuvent traverser et aller à travers le corps et créer des endroits où le sang ne peut plus circuler, ce qui peut causer et généralement cause la mort des personnes qui font ça s'ils ne sont pas mis dans un caisson hyperbare.
Parce que des fois, un plongeur n'a pas le choix de remonter rapidement comme ça parce que, disons, le régulateur est brisé, il manque d'oxygène, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que c'est une urgence. Mais si ça arrive, ces personnes-là, quand ils arrivent en haut, ils vont se retrouver à avoir des douleurs intenses, ils vont perdre connaissance, il va avoir vraiment des conséquences très négatives. Mais s'ils sont capables d'être pris et mis dans un caisson hyperbare, dans le fond, c'est genre un gros tube fermé dans lequel tu les mets et il rajoute des gaz pour augmenter la pression, pour redissoudre l'azote. Et en faisant ça, ils redissoudent l'azote, mais ensuite, ils vont diminuer progressivement la pression, faisant en sorte que la personne peut expirer l'excès d'azote sans que ça forme des bulles. Donc, à moins d'urgence, un plongeur qui sait ce qu'il fait va remonter à un rythme qui a déjà été prédéterminé pour s'assurer d'expirer l'azote qu'il avait accumulé dans son sang en descendant à cause de l'augmentation de la solubilité de l'azote dans son sang.